Déploiement d'un bataillon d'intervention rapide dans la ville de Anchidé au Cameroun. Sa mission, protéger le territoire camerounais des incursions de Boko Haram. Difficiles conditions de vie pour les réfugiés sud-soudanais en Éthiopie. Insalubrité et inondations sont leur lot quotidien. Enfin, nous irons en France où une citoyenne de Calais et militante du Secours catholique vole au secours des migrants en rechargeant leur téléphone. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Cameroun multiplie des actions pour protéger son territoire des incursions de Boko Haram. Le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise, a été déployé à Anchidé. Il s'agit d'une petite ville à cheval entre le Nigeria et le Cameroun, une ville qui essuie presque tous les jours les assauts des insurgés de Boko Haram. Reportage. À Anchidé, cette ville à cheval entre le Cameroun et le Nigeria, le bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise a pris ses marques. Depuis plusieurs semaines, l'immense majorité des habitants a fui ces lieux, terrorisés par les islamistes de Boko Haram qui multiplient les incursions et attaques depuis la localité de Banki dont ils se sont emparés côté nigérian. La violence, elle existe, elle est réelle. Et elle change de facette au jour le jour. Elle augmente en intensité, surtout avec la saison sèche. Et compte tenu de ce qui arrive de l'autre côté, des localités qui tombent entre les mains du Boko Haram, certainement ça leur fait plus de capacité. Et bien entendu, ils en usent contre notre territoire. Pour protéger le territoire camerounais des attaques de Boko Haram, le bataillon d'intervention rapide multiplie les patrouilles. À quelques kilomètres de leur base, des dizaines de soldats sur le qui-vive, fusils d'assaut en main, occupent un poste avancé à l'affût des moindres mouvements des islamistes de Boko Haram. Avec la saison sèche, les capacités de nuisance de Boko Haram s'accentuent davantage. Ils peuvent donc passer partout sur la frontière, à n'importe quel moment, et avec tous les moyens, que ce soit des motos, que ce soit des véhicules, que ce soit même des engins, ils peuvent passer partout. Lundi dernier, une offensive de Boko Haram a amené les hommes du colonel Jacob à riposter, tirant 36 obus. Un peu plus tôt, le 15 octobre, c'est une voiture kamikaze qui a traversé Anchidé pour venir se faire exploser aux abords du camp, suivi par un blindé et un pick-up. Ce jour-là, 107 membres de Boko Haram auraient été tués, de même que 8 militaires camerounais et 86 civils. Parlons toujours de Boko Haram, mais cette fois-ci au Nigeria. Une troisième ville est tombée aux mains de ce groupe islamiste. Il s'agit de la ville de Chibok. Peu de temps avant, c'était celle de Hong et Gombe. Toutes ces actions ont été menées dans le nord du Nigeria jeudi dernier. Une fois encore, la responsabilité des autorités étatiques est mise en cause. La nouvelle est tombée ce vendredi de sources concordantes. Le groupe islamiste Boko Haram s'est emparé de Chibok, la ville du nord-est du Nigeria, où ont été enlevées plus de 200 lycéennes en avril. Selon des témoins, l'attaque de cette ville de l'état de Borno a eu lieu jeudi. Nous avons traversé, c'était des soldats. Ils nous ont demandé de monter dans un véhicule qui a pris la route de Damboa. Mes amis et moi avons sauté du véhicule et avons couru jusqu'à chez nous parce que nous avons réalisé qu'ils ne semblaient pas innocents. Pylône de télécommunications détruit, la population en majorité a pris ses jambes au cou. D'après le sénateur Ali Ndoubé, la ville est maintenant sous le contrôle des islamistes. Il explique le retard de l'information par le fait que les lignes téléphoniques à Chibok ont été détruites. Rappelons que les combattants du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué le lycée public pour filles de Chibok le 14 avril, y enlevant 276 lycéennes. 57 d'entre elles ont réussi à s'enfuir le soir même ou dans les jours qui ont suivi.
La prise de Chibok semble avoir eu lieu peu après la prise de Hong et Gombe, deux villes de l'état voisin d'Adamawa, par Boko Haram. Nous voulons avant tout remercier les hommes et les femmes de la presse pour leur soutien. Ils peuvent mettre le feu à nos infrastructures, mais ils ne pourront pas détruire nos âmes. They can burn physical infrastructures, but believe me, they can't destroy our soul. Le gouvernement nigérien a été pointé du doigt pour avoir mis plusieurs jours à réagir après l'enlèvement des lycéennes de Chibok et pour n'avoir jamais été sur place exprimer son soutien aux familles des victimes. Plus largement, il est très critiqué pour n'avoir pas su mettre un terme à l'insurrection islamiste qui a déjà fait 10 000 morts en 5 ans. Des milliers de Sud-Soudanais fuyant le combat qui sévit dans leur pays se sont réfugiés dans les pays voisins. Une grande majorité se retrouve en Éthiopie et vit dans des conditions insalubres dans un camp surpeuplé, pour la plupart du temps inondé. Cependant, les combats ont repris de plus belle au Soudan du Sud, ôtant ainsi toute lueur d'espoir aux réfugiés quant à la fin de leur misère. Le Soudan du Sud est en guerre civile depuis décembre 2013. Tout a commencé quand le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Riek Machar de tentative de coup d'État. Ce dernier a nié ces accusations, mais deux camps se sont immédiatement affrontés et très vite le conflit parti de la capitale Djouba s'est étendu au reste du pays, se transformant en affrontement ethnique. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Près d'1 million de Sud-Soudanais ont aussi été chassés de chez eux. Plus de 400 000 ont trouvé refuge dans les pays environnants, dont 200 000 en Éthiopie, où se tiennent aussi des pourparlers de paix stérile entre les deux camps. Le responsable local pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés affirme que tout est fait pour trouver de meilleurs abris aux réfugiés, déjà entassés à la frontière et aux milliers de personnes qui risquent d'affluer si les combats redoublent. Mais les travailleurs humanitaires sont dans une impasse. Aucun site n'est en mesure d'absorber les arrivées. Il y a environ 47 000 réfugiés ici qui sont répartis dans différentes zones et ce sont des déplacés internes. Nous sommes face à une crise dans la crise. À l'évidence, cet endroit n'est pas un bon endroit pour vivre pour ces gens. Ce que nous voulons surtout, c'est un meilleur endroit pour vivre. Même si nous sommes nourris, la vie est horrible, à cause notamment des inondations. Il nous faut un autre endroit pour vivre et recevoir de l'aide. On ne doit pas nous forcer à retourner au Soudan du Sud, car il y a encore la guerre là-bas. Ces derniers jours, les camps de Riek Machar et de Salva Kiir se sont mutuellement accusés de lancer de nouvelles offensives. Les affrontements ont notamment repris dans les États d'unité dans le nord, mais aussi du Haut-Nil frontalier de l'Éthiopie. Les pourparlers de paix sont eux de nouveau au point mort. Pendant ce temps, les réfugiés en Éthiopie attendent. Il est hors de question de retourner chez eux tant que les combats feront rage. Rendons-nous maintenant au Mali. Le pays a enregistré sur son sol 3 décès d'Ebola sur 4 cas testés positifs liés à un imam venu de Guinée et décédé fin octobre à Bamako. L'information émane d'un communiqué du ministère malien de la Santé qui fait état de plus de 250 personnes mises sous surveillance. Les 4 cas sont indépendants du tout premier enregistré dans le pays. Il s'agissait d'une petite fille de 2 ans ayant voyagé par la route depuis le sud de la Guinée et décédée le 24 octobre à Caille. Malgré cette situation, les autorités maliennes ont décidé de maintenir les frontières du pays ouvertes. Un site d'isolement sera cependant installé. Plus de précisions avec le ministre malien de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Le gouvernement a fait le choix de ne pas fermer la frontière avec la Guinée parce que nous savons que les frontières sont relativement poreuses. Nous avons préféré limiter les passages, c'est ce qui a été décidé hier, un passage unique à partir duquel les contrôles seront accentués, à partir duquel les contrôles seront des plus rigoureux et sans complaisance. Il a été également décidé de mettre sur pied dans les 72 heures un site d'isolement dans le village de Kourémalé, côté Mali. Nous avons demandé à tous les leaders religieux qu'ils puissent
à l'occasion des rencontres à la mosquée, dans les églises, véhiculer les messages de prévention, de sensibilisation, d'appel au calme, à la sérénité, sans pour autant banaliser la maladie. Donc c'est ce qui va être fait à partir d'aujourd'hui. Direction maintenant la France à la rencontre de Brigitte Lips. Il s'agit d'une citoyenne de Calais et militante du Secours catholique. Elle vient en aide depuis plusieurs années aux migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre en rechargeant leur téléphone mobile. Là, ici, j'en ai 4, là, j'en ai 3, ça fait 4, 7. Ici, j'en ai 3, ça fait 10. Dans chaque pièce, sur toutes les prises, il y en a 60 branchés en permanence. Brigitte Lips, militante du Secours catholique, recharge les portables des migrants depuis 2007. Chaque jour, elle réapprovisionne les batteries de 150 mobiles, de 7h à 19h à la chaîne. Le système, qui a presque des airs d'industrie, est bien rodé. Number 3. Le numéro 3 Number 3. Numéro 3. Give me ticket. Donne-moi ton ticket. Si t'as pas de ticket, pas de téléphone. No ticket, no mobile. Grâce à elle, les migrants peuvent donner des nouvelles à leur famille. Depuis mai dernier, le phénomène a pris une ampleur considérable. Les réfugiés, souvent originaires d'Érythrée et du Soudan, échouent à Calais dans l'espoir de passer en Angleterre. Selon la préfecture, il serait plus de 2500 à vivre dans des camps de fortune, sans eau ni électricité. C'est pas des chiens, c'est des humains. S'il y avait une grosse tempête, c'est pas « Ah, ma toiture, elle va s'envoler », c'est « Ah, les migrants, comment ils peuvent faire ?» Je suis catholique et pratiquante, il y a un évangile qui dit que ce qu'on peut faire aux plus petits, c'est à Jésus qu'on le fait. Donc j'essaye de vivre selon l'évangile. Brigitte a toujours aidé les migrants. Au centre de Sangatte, puis dans ce que l'on appelait la jungle démantelée en 2009. Mais elle estime ne pas en faire assez. Souvent, elle donne des bonbons, du pain, des vêtements. La maison au volet bleu est bien connue des CRS et des voisins, mais certains ici désapprouvent son action. Moi, devant chez moi, il n'y a personne et il ne faudra pas que ça arrive. Mais le jour où il y en a qui sont là, ça va me déranger. Son plus grand réconfort, recevoir des nouvelles des migrants qu'elle a aidés et qui ont pu passer de l'autre côté en Grande-Bretagne. Pour porter chance aux autres, Brigitte, de son surnom Mommy, répète chaque soir cette phrase comme un précepte « Inch'Allah, tu passeras ». Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur SICA.